On est en décembre 2024, en Roumanie. C'est le premier tour de l'élection présidentielle et franchement, tout le monde s'attend à un résultat super classique. Ouais, mes instituts de sondage étaient plutôt sereins, quoi. Exactement. Sauf que le lendemain matin, c'est le choc total dans tout le pays. Un candidat qui s'appelle Călin Georgescu, 63 ans, avec un profil ultranationaliste et qui était pratiquement inconnu du grand public, il vient de remporter le scrutin, 23% des voix. C'est énorme. Et le plus dingue, c'est qu'il n'a publié aucun programme détaillé, il n'a fait aucun grand meeting télévisé, et son budget de campagne officiel déclaré au tribunal électoral, il est de 0 €. Zéro. Pas d'affiche, pas de tract, rien. Et c'est là que ça devient fascinant. Parce que quand on regarde les données après l'élection, on découvre une anomalie statistique, mais alors complètement stupéfiante. Ouais. L'explication de cette victoire, elle n'était pas du tout dans les rues de Bucarest, en fait. Elle était dans les téléphones portables. Les chiffres montrent que l'algorithme de recommandation de TikTok a poussé le contenu de Georgescu en moyenne 8 fois plus que celui de son adversaire. 8 fois plus. Attends, c'est massif. Ah bah c'est massif, ouais. Hmm. Et surtout, il l'a poussé auprès de comptes d'utilisateurs qui étaient jusque-là considérés comme politiquement neutres. Et c'est exactement ce que nous amène à notre sujet d'aujourd'hui. 8 fois plus de visibilité pour un candidat sorti de nulle part, c'est le point de départ d'une grande enquête qu'on va décortiquer ensemble. La mission de notre plongée aujourd'hui, c'est de comprendre comment une application qui, à la base, était quand même faite pour des défis de danse, est devenue la plus grande infrastructure d'influence électorale au monde. C'est ça. On va vraiment essayer de comprendre la mécanique en coulisses. Et je veux faire une pause tout de suite pour clarifier un point crucial pour ceux qui nous écoutent. Dans les sources qu'on analyse aujourd'hui, ça parle de tout le spectre politique. On y cite Jean-Luc Mélenchon, Louis Boyard, Emmanuel Macron, Joe Biden, mais aussi l'AfD en Allemagne ou Jordan Bardella. Ouais, il y a vraiment tout le monde. Tout le monde. Et notre rôle ici, en tant que présentateur, c'est pas du tout de distribuer des bons points idéologiques. Je tiens à le dire, je suis très claire là-dessus, on ne prend parti pour aucun camp et on ne valide aucune idéologie. Absolument. Et moi, pareil. Notre approche, elle est purement technologique et analytique. On regarde la machine, point barre. Et d'ailleurs, c'est vital de garder cette neutralité pour bien comprendre ce qui se passe. Ouais. Parce que l'onde de choc de cette élection roumaine, elle a été tellement forte que la Cour constitutionnelle a carrément fini par annuler le vote. C'est fou quand on y pense. Une élection nationale annulée à cause d'une appli. Complètement. Mais les données soulignent que c'est pas juste un bug temporaire du système, tu vois. C'est l'aboutissement logique d'un changement stratégique global. Et pour comprendre ça, faut juste regarder ce qui s'est passé chez nous, en France, entre 2024 et 2026. Bah oui, les chiffres français sont super parlants. Les données de l'enquête montrent qu'on est à 10 millions d'utilisateurs actifs tous les jours en France. 10 millions tous les jours. Et la statistique qui a fait paniquer tous les partis politiques, c'est que 40% de ces utilisateurs ont entre 18 et 24 ans. Il y a encore quelques années, on disait « Ah, c'est juste un truc d'ado pour faire des chorégraphies ». Et aujourd'hui, 59% des députés français y ont un compte actif. Ils ont bien compris que l'attention des jeunes électeurs, elle est là en fait. Elle est plus devant la télé. Et si tu regardes le classement des politiques sur la plateforme en juin 2024, ça montre bien cette course à l'armement numérique. Ouais, c'est qui le podium déjà, Sam? Alors en tête, tu as Emmanuel Macron avec 4,5 millions d'abonnés, ce qui est un record absolu pour un chef d'État occidental en exercice. Ensuite, tu as Jean-Luc Mélenchon avec 2,4 millions, puis Jordan Bardella avec 1,6 million. Et ça se traduit vraiment dans les urnes, ça? Totalement. C'est d'ailleurs documenté noir sur blanc. Pour les élections européennes de 2024, les sondages à la sortie des urnes montrent que la liste de Bardella a capté presque 32% du vote des moins de 25 ans. Le lien entre l'audience en ligne et le vote réel, il n'est plus à prouver. C'est ça qui est dingue. Et en lisant toutes ces méthodes de communication, il y a un truc qui m'a vraiment frappée en tant que consommatrice de ces réseaux. La politique sur cette plateforme, ça ressemble plus du tout à de la politique. C'est-à-dire ? On dirait de la télé-réalité, quoi. Les candidats, ils vont plus se poser derrière un pupitre pour t'expliquer le budget de l'État pendant 10 minutes. T'as Louis Boyard qui fait film en marchant dans la rue à l'arrache, avec l'image qui tremble. T'as Gabriel Attal qui fredonne une chanson dans une voiture. Ah oui, je m'en souviens de ça. En fait, on dirait que le programme officiel, il disparaît complètement. Ce qu'il cherche, c'est créer ce qu'on appelle une interaction parasociale. On te demande de t'attacher à un personnage, presque comme un pote ou un acteur de série. Ouais, c'est exactement le terme technique. Les stratèges du numérique appellent ça l'authenticité fabriquée. L'authenticité fabriquée. Voilà. En fait, faut savoir que le règlement de l'application, il interdit formellement d'acheter de la pub politique.
T'as pas le droit de payer pour qu'on voit ton clip de campagne. Donc ils sont obligés de générer des vues de manière organique. Et l'algorithme, il est conçu pour récompenser les formats ultra expressifs. Les trucs qui ont l'air spontanés, tu vois. Donc, le mec en costume-cravate qui lit un prompteur. Il est mort. L'algorithme va l'invisibiliser direct parce qu'il retient pas l'attention dans les 3 premières secondes. Et le pire, c'est que ça échappe même parfois aux propres équipes de campagne. L'enquête explique le phénomène des fameux edits. Ah oui, les montages faits par les fans. C'est ça. Des simples militants prennent un bout de phrase d'un député, ils balancent une musique énorme par-dessus, des effets spéciaux clignotants dans tous les sens, et ça fait des millions de vues. Il y a même eu un cas incroyable où une communauté s'est cotisée financièrement pour acheter une pub sur un écran géant à Times Square à New York, juste pour diffuser un montage TikTok d'un politicien français pendant les législatives. C'est un niveau de militantisme complètement décentralisé, quoi. Ouais, ça touche même les toutes petites échelles. L'enquête mentionne un exemple hyper marrant pour les municipales de 2026. T'as un maire sortant à Cagnes-sur-Mer, le mec a 79 ans, Oh waouh. et il cartonne. Il joue sur le décalage, il fait des petites blagues à destination des jeunes de sa ville, et il fait des milliers de likes. L'algorithme s'en fiche de ton âge, tant que tu respectes ses codes narratifs. D'accord, donc tu joues le jeu de la plateforme, ça marche, mais là où l'enquête de Block News devient carrément inconfortable, c'est quand on comprend que cette authenticité, elle est triée. Ouais. Si ton montage viral fonctionne, c'est parce qu'une machine quelque part a décidé de le montrer. Et c'est là qu'interviennent les chercheurs de l'ONG Global Witness. Ils ont fait une expérience de dingue pour tester l'algorithme de façon purement scientifique. Faut vraiment qu'on explique leur méthodologie parce que c'est la clé du mystère. Ils ont été super rigoureux. Ils ont acheté des téléphones neufs, avec les réglages d'usine, sans aucune historique de navigation. Des téléphones complètement vierges. Exactement. Ils créent des comptes, ils ne rentrent aucune préférence, rien. Et après, ils ont programmé des robots pour simuler des utilisateurs humains. Ces robots scrollaient et likaient le contenu de chaque candidat d'un pays de manière parfaitement égale. Si tu likes le candidat A, tu likes le candidat B. L'idée, c'était de voir ce que l'algorithme décide de pousser à un électeur complètement indécis. Et les résultats, entre fin 2024 et début 2025, franchement, ça fait froid dans le dos. Tu m'étonnes. En Allemagne, avant des élections décisives, ces comptes neutres se sont mis à recevoir de la politique. Et sur tout ce flux politique imposé par la machine, 78% des vidéos soutenaient un seul et unique parti, l'AfD, donc l'extrême droite. Alors que le parti, à ce moment-là, il était quoi, 20% dans les sondages? C'est ça, 20% dans la vraie vie, 78% sur l'écran. C'est une distorsion massive de la réalité. Et d'ailleurs, le rapport précise qu'ils ont vu un truc un peu similaire sur le réseau X à la même période. Et en Pologne, c'est la même dynamique. En mai 2025, tu as une élection entre Narogi, un nationaliste, et Trzaskowski, un centriste. Le centriste a un compte beaucoup plus gros, avec plein d'abonnés de base. Donc, normalement, un algorithme neutre devrait refléter cette popularité, non ? En théorie, oui. Mais l'expérience montre que la plateforme a balancé 5 fois plus de vidéos du candidat nationaliste sur les comptes vierges. 5 fois plus. Bon, alors, face à ça, on est obligé de poser la question qui fâche. Est-ce qu'on est face à une manipulation pure et dure ? Est-ce que, il y a des développeurs dans un sous-sol qui ont reçu l'ordre de modifier le code pour faire monter les populistes et l'extrême droite en Europe ? Parce que quand on lit les chiffres, c'est le premier truc auquel on pense. Ouais, c'est la théorie du complot facile, et c'est très intuitif. Mais en fait, l'étude montre que c'est beaucoup plus subtil, et peut-être même plus inquiétant. C'est pas une manipulation humaine éditoriale. C'est ce qu'on appelle un biais structurel. Ok, explique-nous ça. Le code de l'algorithme, il n'a aucune conscience politique. Il a une seule consigne mathématique, maximiser l'engagement. Son seul but dans la vie, c'est que tu restes sur l'appli le plus longtemps possible. Donc pour y arriver, il analyse ce qui te fait réagir, c'est ça ? Voilà, il regarde ce qui génère le plus de commentaires, de temps de visionnage, de partage. Et là, on touche à la psychologie cognitive de base. Qu'est-ce qui fait réagir les humains ? C'est la colère, l'indignation, la peur ou l'émotion super forte. L'outrance, quoi. Exactement. Un politicien qui fait un discours clivant avec des mots chocs, ça va faire hurler les uns, applaudir les autres. Il y aura 10 000 commentaires en 1 heure. L'algorithme voit ça, il se dit « Bingo, les gens sont accros, je pousse cette vidéo à des millions de personnes. » Alors que le politicien qui t'explique les taux d'intérêt de la dette publique avec modération… Tout le monde passe à la vidéo suivante en 1 seconde. Voilà. La nuance, ça fait pas vendre du temps de cerveau. L'algorithme comprend pas l'idéologie, il optimise juste ta rétention.
Et du coup, ça favorise mécaniquement les partis populistes ou extrêmes qui ont des discours plus tranchés. C'est vertigineux. On a donc une machine complètement aveugle qui est en train de modifier le paysage politique de pays entiers juste sur la base d'un calcul de rentabilité de l'attention. Du coup, ça pose la question géopolitique par excellence, hein. Qui contrôle cette machine? Et là, l'enquête nous emmène aux États-Unis et ça devient digne d'une série Netflix. Oh oui, le feuilleton américain, c'est quelque chose. Ouais, parce que l'historique de l'appli là-bas, c'est un festival de revirements. En 2020, Donald Trump essaie de bannir purement et simplement la plateforme. Il signe un décret, il dit que c'est une menace pour la sécurité nationale à cause des liens de Biden avec la Chine. Bon, c'est bloqué par les juges. C'est ça. Ensuite, l'administration Biden prend le relais. Ils font voter une vraie loi qui dit à ByteDance, soit vous vendez l'appli à des Américains, soit on vous bannit du pays. Il annule l'interdiction de justesse. Il invite même le PDG de l'application à sa cérémonie d'inauguration. Attends, c'est quand même fou. Le mec veut détruire l'appli, il s'en sert ensuite pour gagner des voix chez les jeunes pendant sa campagne de 2024. Il avoue que ça l'a aidé, et dès qu'il est réélu, il sauve l'entreprise. Comment les analystes expliquent ce virage à 180 degrés? L'argent? L'aspect financier est énorme dans cette histoire. L'enquête rappelle qu'un méga donateur républicain, un certain Jeff Yass, a mis 46 millions de dollars sur la table pour la campagne. Ah ouais. Or, il s'avère que le fonds d'investissement de ce monsieur détient des parts gigantesques dans ByteDance. Donc, fatalement, ça a dû faciliter les discussions pour trouver un accord. D'où le fameux deal de janvier 2026. J'ai essayé de lire les petits caractères de ce deal dans l'article, et je t'avoue que c'est hyper technique. En gros, il crée une nouvelle boîte, ByteDance garde moins de 20%, des Américains comme Oracle et Silver Lake rentrent au capital. On nous vend ça comme la sécurisation ultime, le code sera aux US, mais le Center for American Progress, un think tank, dit que c'est une vaste blague. Pourquoi ? Parce que séparer les serveurs, c'est bien, mais ça ne règle pas le problème du moteur de la voiture. Le Center for American Progress dit que la régie publicitaire mondiale reste en pratique gérée par ByteDance. D'accord. Et surtout, l'algorithme est tellement complexe, avec des millions de lignes de code qui changent tout le temps, que c'est impossible d'être sûr qu'il n'y a pas d'influence externe. C'est une illusion de sécurité. Et ça nous ramène à l'ombre de Pékin dans tout ça. ByteDance, quoi qu'on dise, doit respecter les lois chinoises sur la cybersécurité. Et ces lois, elles obligent les entreprises à coopérer avec les services de renseignement chinois si on leur demande. Oui, et même si l'enquête dit bien qu'il n'y a pas de preuves directes, genre un email qui dirait manipuler les élections françaises, le doute est légitime. Des chercheurs ont prouvé que les mots-clés qui critiquent la politique chinoise sont bizarrement beaucoup plus invisibilisés sur cette appli que sur des réseaux américains. Donc, côté américain, on a l'impression que la politique a un peu baissé les armes face à cet outil parce qu'il est devenu trop indispensable pour se faire élire. Mais en Europe, la stratégie, elle est complètement différente, non? On essaye de réguler avec la loi. Oui, l'Europe joue la carte légale. On a le DSA, le Digital Services Act, depuis fin 2023. Ça oblige les plateformes à être transparentes sur leurs algorithmes et à évaluer les risques pour nos démocraties. Et les amendes peuvent monter jusqu'à 6% de leur chiffre d'affaires mondial. C'est pas rien. Non. Et d'ailleurs, après le scandale en Roumanie dont on parlait au début, la Commission européenne a lancé une enquête officielle. L'Allemagne a même fait des stress tests avant ces élections pour voir si la plateforme pouvait bloquer des campagnes de désinformation massive. Mais tu sais, en lisant tout ça, je me suis fait une réflexion. J'ai l'impression que l'Union européenne, c'est comme quelqu'un qui essaierait de réglementer la recette du Coca-Cola en regardant juste la canette. C'est une très bonne image. On n'a pas le droit de rentrer dans l'usine, on regarde l'étiquette, on regarde si les gens qui en boivent sont excités, on met des amendes, mais la cuve où ils mélangent le sirop, on la voit jamais. Sans accès direct au code source, est-ce qu'on peut vraiment auditer ça? C'est tout le problème. Et la réalité technique, elle est pire que ton analogie. Ah bon? Ouais, parce que l'algorithme de recommandation, c'est une boîte noire, même pour ses propres créateurs. C'est de l'apprentissage automatique qui évolue chaque milliseconde avec des milliards d'interactions. L'IA développe des comportements émergents qui ne sont même pas écrits dans le code de base. Donc demander à ByteDance de contrôler parfaitement la viralité, c'est presque leur demander de contrôler une intelligence collective qui leur échappe en partie. C'est vertigineux. Donc, si on doit faire la synthèse de cette exploration, qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir? C'est quoi la leçon pour ceux qui nous écoutent? Le point central, c'est qu'il faut arrêter de se demander si c'est dangereux au conditionnel. C'est déjà là. Il n'existe plus aucune démocratie aujourd'hui où cette appli ne joue pas le rôle d'arbitre électoral. Que ce soit volontaire ou juste l'optimisation aveugle dont on parlait, le résultat est le même. Le pouvoir politique est en train d'être redistribué par une matrice opaque.
Et je pense que c'est vraiment important pour les gens de réaliser ça au quotidien. Quand on scrolle sur son téléphone le soir, c'est pas un acte neutre. Le fil d'actualité qu'on voit, c'est pas un miroir de la société. C'est un prisme déformant, fabriqué pour capter notre attention en misant sur l'indignation. Et à force, ça modifie notre perception de ce qui est normal ou acceptable. S'en rendre compte, c'est déjà reprendre un peu de son libre arbitre, tu vois? Complètement d'accord. La conscience de l'outil, c'est la meilleure défense. Bon, et pour finir sur une note, disons, stimulante, en préparant cette analyse, j'ai eu une idée qui m'a traversé l'esprit, une sorte de suite logique. Dis-moi. Si l'algorithme force déjà les politiciens humains à se transformer en créateurs de contenu, à l'arrache, en spécialistes de l'émotion courte, c'est quoi l'étape d'après? Puisque la machine cherche l'interaction parfaite, est-ce que la prochaine étape, c'est pas tout simplement des politiciens générés à 100% par intelligence artificielle? Ah, tu vas loin là. Mais réfléchis, une entité virtuelle qui dort jamais, qui peut analyser en temps réel les frustrations des gens sur l'appli et générer instantanément des milliers de vidéos. Des vidéos faussement authentiques, sur mesure pour chaque petite catégorie d'électeurs. Un candidat sans parti, sans croyance, conçu uniquement par l'algorithme pour maximiser les voix, tout comme on maximise les vues. Le politicien ultime, quoi. Exactement. Le pur produit de la matrice. C'est une idée assez troublante, mais je trouve que ça mérite vraiment d'y réfléchir. On laisse ceux qui nous écoutent méditer là-dessus.